Bon alors, est-ce qu'il faut lire Descola, oui ou non? Bah j'en sais rien frérot, je suis pas ton daron. Alors Philippe Descola, anthropologue français, toujours en vie. On va parler de lui aujourd'hui. Voilà, j'en sais pas plus. Ce que je vois par contre, c'est que c'est un nom qui revient beaucoup dès qu'on aborde la problématique nature-culture. Et j'ai l'impression, comme ça, de loin, qu'il tourne pas mal dans les milieux écolos. Alors pourquoi je me lance là-dedans? Bah, l'écologie politique avec l'antiracisme, c'est le grand absent de la chaîne. Ça fait un moment que je veux m'y mettre, mais je repousse. Puis là, il s'est passé un truc qui a précipité un peu les choses. Il y a Friot qui vient à Toulouse débattre avec l'écologiste décroissant Mathieu Amiec. Évidemment, j'y vais. Je vous passe les détails, mais en gros, on se fait chier, la sauce prend pas trop entre les deux. Le lendemain, je fais un thread Twitter où je relate l'événement de mon intervention lors des questions du public. Le thread buzz un peu. Le problème, c'est que je passe pour un marxiste productiviste qui rêve d'aller coloniser la Lune en lambeaux. Il y a des camarades qui font des métatraits très intéressants, ça fait émerger un débat. Je me lance donc dans un cycle sur la problématique écologique. Je ne sais pas la forme que ça prendra par la suite, ni de quelle hauteur je vais traiter, ça se fera au gré de mes envies. Aujourd'hui, tout part de ma lecture d'un petit ouvrage de Descola, L'écologie des autres, ouvrage faisant suite à un cycle de conférences données par l'anthropologue. Descola commence par un constat, fin 19e, on finit de cloisonner les sciences naturelles et les sciences humaines en Occident. Le cloisonnement est à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire que très vite, un scientifique qui fait ses armes dans les sciences naturelles aura tendance à s'enfermer dans ce champ disciplinaire. D'un point de vue théorique, ça se traduit par la consolidation de l'opposition nature-culture. C'est à ce moment qu'émerge l'anthropologie qu'on peut définir comme la science des médiations entre la nature et la culture, entre la détermination physique et l'investissement culturel particulier de cette dernière. Bon, ça c'est la définition un peu pompeuse de Descola. Alors j'ai pas beaucoup de références en anthropo, mais un jour j'ai lu ça, une histoire de l'anthropologie de Robert Deliège. Ce qui est dit de l'anthropo dans ce bouquin et qui peut nous éclairer, ce qui va caractériser cette discipline, c'est l'étude des cultures étrangères. L'anthropologue, c'est en quelque sorte un sociologue, mais chez les barbares. Souffle. Barbare au sens premier, détends-toi Jean Moral. Et ce qu'il y a de commun à l'anthropologie, c'est la méthode. Si on met de côté certains contre-exemples comme la spéculation évolutionniste ou le structuralisme, l'anthropologue c'est un scientifique qui va sur le terrain en immersion. Son approche est fondamentalement empirique. Bon voilà, je vous dis ça de mémoire, j'ai pas mes bouquins sur moi, je suis en vacances, faites pas chier. Bref, Descola pense qu'il faut sortir de cette vision de l'existence humaine comme faisant coexister deux champs répondant à des principes distincts, la nature et la culture. En revenant sur une querelle historique entre deux figures majeures de l'anthropologie, Claude Lévi-Strauss et Marvin Harris, Descola nous montre comment l'anthropologie, jusqu'à encore aujourd'hui, est traversée par un paradigme constitué de deux pôles. Soit la culture est vue comme une adaptation aux contraintes naturelles, soit elle constitue un ordre de réalité entièrement distinct, autonome, qui n'entretient avec l'environnement ou la biologie humaine que des rapports contingents. Autrement dit, soit on explique la culture par la nature, par exemple on explique la domination masculine par la supériorité physique et cognitive de l'homme, soit la culture répond à ses propres règles, la domination masculine s'explique par le fait que les hommes tirent des avantages économiques et symboliques à dominer les femmes. Pour parler de ces deux pôles, Descola va convoquer deux concepts spinozistes, la nature naturante, pour évoquer la culture totalement naturelle, et la nature naturée, pour évoquer la nature totalement culturelle. Dans tous les cas, qu'importe où on place le curseur, ce qui intéresse Descola, c'est le fait qu'on pose comme acquis l'existence de la nature et de la culture. On postule une découpe ontologique du réel sans jamais l'interroger. Or, selon Descola, l'anthropologie a affirmé un peu vite le caractère transhistorique et universel du dualisme nature-culture. Ce dualisme fondateur a forcément un impact sur notre recherche scientifique. Bon là, je fais une petite digression. Descola voit la source de l'expression de ces deux pôles déjà chez Marx. Les anthropologues se situeraient vis-à-vis de cet héritage même sans le savoir. Le jeune Marx de 44, celui encore imprégné de dialectique hegélienne, sera une source d'inspiration pour ceux qui culturalisent la nature. Le vieux Marx du matérialisme historique, quant à lui, inspirera ceux qui naturalisent la culture. Alors à moins d'avoir lu Marx avec le cul, notamment via l'interprétation qu'en donne Althusser, je vois pas trop en quoi le jeune Marx serait imprégné de dialectique hegélienne et pas le vieux. La méthode dialectique, Marx met du temps à la développer, il va d'abord rejeter Hegel, puis y revenir. Le livre 1 du Capital est considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre de dialectique, c'est pourtant un de ses derniers écrits. Le Capital, c'est la dialectique comme méthode appliquée à l'économie. Marx observe les jeux d'opposition qui se glissent ici et là, il analyse le mouvement en saisissant abstraitement comment on passe d'une catégorie à une autre, d'un rapport à un autre. Tout est relation, développement, devenir, contradiction, bref, tout est mouvement. Pareil, je vois pas en quoi on passerait d'un Marx de la nature naturée à un Marx de la nature naturante. C'est même plutôt l'inverse. De mémoire, il y a dans les manuscrits de 44 des takes encore naturalisantes. Marx est en train d'élaborer son approche historique, c'est pas encore au point. Vous pouvez lire les commentaires du marxologue Jean Salem sur le sujet. Jean Salem qui est décédé il y a pas longtemps. Le Marx de la nature naturelle, le Marx qui explique l'homme par l'homme, c'est bien plutôt le vieux Marx, même si tout est là en germe chez le jeune. On trouve par exemple chez le vieux Engels cette affirmation. La conception naturaliste de l'histoire oublie que l'homme aussi réagit sur la nature, la transforme, se crée des conditions nouvelles d'existence.
Bref, Descola dit des trucs chelous sur Marx, ça présage rien de bon, on y reviendra, mais revenons à nos moutons. Je fais un ajout imprévu, mais quand j'ai écrit le script, j'ai parlé d'Althusser sans savoir que Descola avait des liens avec lui. En fait, il a carrément assisté à ses cours. Ça expliquerait sa lecture de Marx. J'ai pas lu Althusser, mais on retrouve, de ce que j'en sais, l'idée qu'il y aurait deux Marx, le jeune Marx hegelien, encore du côté de la dialectique, le vieux Marx plus scientifique qui se débarrasse de Hegel. Voilà, j'en sais pas plus, à creuser. Le dualisme nature-culture, au fondement de ce que Descola appelle à l'envi ontologie moderne, cosmologie occidentale, naturalisme, bref la vision dominante en Europe, déploie une approche où les cultures sont vues comme autant de dispositifs codant une nature uniforme et universelle. Cette conception entraîne mécaniquement un partage entre les cultures dans leur production de discours sur le réel. Il y a les discours qui déforment le réel, les croyances, les mythes, etc. Et il y a les discours qui disent le réel, c'est la science occidentale. De fait, l'excès de confiance que l'on place dans nos discours scientifiques sur le réel nous empêche de prendre de la distance. On s'empêche de voir le caractère situé de nos discours scientifiques. Pour Descola, l'anthropologue occupe une place privilégiée par rapport au sociologue. Le fait qu'il soit au contact de cultures étrangères lui permet plus facilement de prendre de la distance sur notre propre modèle. Depuis 20 ans, plein de chercheurs observent l'épuisement du dualisme constitutif de notre modernité. Certains anthropologues vont alors se réfugier dans des modes de vie pré-industriels et leur vision du monde anti-moderne, où l'homme et son environnement ne faisaient qu'un. C'est le cas de Tim Ingold, qui bande sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Descola va être critique de ce genre d'approche, car elles ne font qu'inverser le rapport. Une approche scientifique, notamment en anthropologie, se doit de ne pas prendre parti et d'étudier tous les systèmes ontologiques avec distance. Aucune ontologie n'est en soi meilleure ou plus véridique, tout est situé. On voit déjà ici poindre le relativisme de Descola, même s'il s'en défendra, mais j'y reviendrai. On a aussi Bruno Latour qui développe une anthropologie dite symétrique. L'idée c'est d'étudier les cultures de manière horizontale. On met sur le même plan les modèles ontologiques des sociétés vivant en Amazonie et les modèles utilisés dans nos laboratoires occidentaux. C'est un projet scientifique qui joue la réconciliation entre l'exotique et le familier. Passé ces quelques pistes, ce qu'il faut retenir c'est que Descola cherche à nous interpeller sur le caractère historiquement situé de nos sciences. Le dualisme nature-culture comme marqueur de notre modernité est critiquable et limitant dans notre compréhension du réel et des cultures étrangères. La médecine moderne a cependant, selon Descola, plus de chances de succès pour soigner qu'une pratique chamanique, mais définir la première comme ancrée dans le réel et la seconde comme ancrée dans le symbolique ne rend pas service à l'esprit scientifique. Pour autant, Descola se défend d'adopter une approche relativiste. Moi, ce que j'en pense au regard du peu que j'ai lu, c'est qu'il est un peu coincé. Il reconnaît la puissance pratique des sciences occidentales, donc indirectement du dualisme nature-culture qui accompagne ces sciences. Mais dans le même temps, il met en garde sur notre aveuglement épistémologique et souhaite dépasser le dualisme. J'ai trop froid les frérots. Blabli, blabla. Ce dernier n'est pas scandaleux en soi, contrairement à d'autres anthropologues qui y voient la source de tous les malheurs de l'homme. Descola considère ce dualisme comme un modèle de découpe du réel parmi d'autres. Il veut juste qu'on prenne acte du caractère historique et contingent de cette ontologie. Mais là encore, dire ça c'est déjà faire preuve de relativisme. Dire que c'est un modèle de découpe parmi d'autres, ça revient à dire que tout se vaut. Il n'y a pas un modèle qui colle plus au réel qu'un autre. Sauf que c'est faux, désolé mais je vais trancher pour lui. Non, tous les modèles ne se valent pas. Entre le monde des idées de Platon et le matérialisme de Marx, il y a bien un modèle plus pertinent qu'un autre pour décrire les modalités d'existence de ce qui est, si on s'accorde à minima sur le fait qu'on partage une réalité commune. Pour ceux qui remettent même ça en question, au regard des enjeux écologiques, Descola pense que le rapport de l'homme à la nature sera la question du siècle. Face à la catastrophe actuelle, la question de la délimitation conceptuelle de la nature et de la culture n'a plus de sens. Là aussi, il y a une faille dans son raisonnement. Sous couvert qu'on soit, pour ainsi dire, tous dans le même bateau, on va s'empêcher d'opérer des distinctions ontologiques. Distinguer n'est pas hiérarchiser, ça c'est une idée importante. La distinction peut être au service d'une hiérarchie, d'une domination, ça la sociologue féministe Christine Delphi en parle très bien en abordant la question du genre. Mais ce n'est pas systématique. Delphi observe que là où il y a bicatégorisation, eux, nous, il faut se méfier. C'est souvent l'expression d'une organisation sociale hiérarchique. Dans le cas du dualisme qui nous occupe, il y a effectivement une domination qui s'exprime. Pour autant, cela ne suffit pas à invalider la pertinence du dualisme. La réalité ontologique de l'opposition nature-culture peut très bien être partiellement avérée, tout en accompagnant idéologiquement une forme de domination. Surtout, il ne faut pas renverser le rapport. Ça, Descola a tendance à le faire, c'est borderline. Alors c'est peut-être juste la formulation qui est maladroite, mais on pourrait croire que c'est parce qu'on a d'abord développé un modèle ontologique en particulier, le dualisme nature-culture, qu'on a pu ensuite exploiter la nature sans limite. Ça, c'est une lecture idéaliste des développements historiques. Ce n'est pas une rupture ontologique qui explique la pratique d'une société sur le réel, c'est l'inverse. La rupture ontologique de la modernité ne fait qu'exprimer un mouvement plus profond, d'abord l'avènement de la bourgeoisie, puis celui de son expansion impérialiste sur le monde, sa domination sur la nature et les hommes, et ce afin d'asseoir toujours plus une hégémonie en premier lieu économique. Le développement inouï des forces productives qu'implique cette ascension nécessite celui des sciences naturelles.
Descola dit par exemple en citant cette figure moins connue de l'existentialisme qu'est Merleau-Ponty. Ce n'est pas le développement des recherches scientifiques qui a changé l'idée de nature. C'est le changement de l'idée de nature qui a permis les découvertes scientifiques. Ici, il y a bien l'idée que c'est d'abord l'évolution de notre conception de la nature qui a rendu possible certaines pratiques, indépendamment de toute approche historique qui regarderait plutôt du côté des conflits entre forces sociales et des reconfigurations qui vont avec. Alors il ne s'agit pas de dire que l'activité idéale d'une société, l'évolution des modèles épistémologiques et ontologiques n'ont aucun impact pratique, tout ça s'engendre dans un même mouvement, mais attention de ne pas tout réduire à ça, sinon on se retrouve à lutter politiquement contre des idées et non contre les groupes sociaux qui font exister ces idées. Se battre contre des idées, c'est croire pouvoir se battre sur le terrain purement rationnel, c'est le mythe du débat démocratique, mythe alimentant la paix sociale, donc l'anesthésie de classe. Au contraire, se battre contre un groupe social, c'est se battre contre des intérêts concrets, c'est sortir du cadre du débat pour lutter. D'abord on mange et après on discute. Dans la partie discussion, Descola soulève un autre spectre conceptuel qui est directement lié au dualisme nature-culture, celui d'artifice, d'artefact, d'artificiel. Il définit l'artifice comme le prolongement de l'action humaine. En termes marxistes, on pourrait dire c'est l'homme qui s'objective en transformant la nature par sa praxis. L'homme façonne un monde à son image par son activité sociale. Il opère une anthropisation du monde, ce sont les mots de Descola. La distinction moderne oppose donc ce qui est naturel, ce qui se fait par soi-même, et ce qui relève de l'intention humaine, d'une intervention extérieure, historiquement située, qui en l'absence de transmission culturelle ne pourrait exister. On retrouve ici l'éternelle opposition inné-acquis, hérédité, héritage, être et code. Or, du point de vue de Descola, cette découpe du réel est de moins en moins plausible, à l'image du caractère obsolète du dualisme nature-culture. L'artificialisation de la nature a paradoxalement rendu caduque le dualisme moderne en produisant de l'hybridation tout autour de nous. C'est le cas par exemple des plantes génétiquement modifiées, les fameuses OGM. Quel est leur statut ontologique? Sachant que ces plantes sont produites artificiellement, mais qu'elles peuvent par la suite se propager naturellement sans l'aide de l'homme. On peut aussi observer que le mécanisme du réchauffement climatique est naturel, mais artificiel dans sa phase actuelle. C'est l'homme qui précipite ce phénomène. Faut-il donc conserver la distinction naturelle-artificielle? Pour Descola, c'est non. Il propose plutôt de restituer la complexité que nous impose le réel en connectant. Il faut échapper à ces contradictions peu productives. Les OGM sont à cette image des objets hybrides à la fois naturels et artificiels. En approfondissant un peu plus Marx et Engels, Descola aurait découvert qu'un siècle et demi avant lui, cette prétention à la complexité du réel et à la connexion était déjà présente dans la méthode dialectique. Sans aller sur le terrain des prétentions épistémologiques totalisantes de la dialectique, on peut à minima saluer la critique du principe d'identité et le formalisme logique qui l'accompagne. Je vous renvoie à ma vidéo sur la dialectique pour approfondir le sujet. Les contradictions qui posent problème à Descola ne posent pas problème à un marxiste. Pourquoi? Car on part du principe que la contradiction est constitutive du réel. Le fait qu'il existe des objets hybrides à la fois artificiels et naturels n'est pas un problème. Il ne faut pas sortir de ça, mais articuler, restituer cette complexité ontologique. Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous donner un exemple à travers certaines réflexions d'Engels sur le statut ontologique de l'homme. La spécialisation de la main, voilà qui signifie l'outil. Et l'outil signifie l'activité spécifiquement humaine. La réaction modificatrice de l'homme sur la nature, la production. Il est aussi des animaux au sens étroit du mot, la fourmi, l'abeille, le castor, qui ont des outils. Mais ce ne sont que des membres de leur corps. Il est aussi des animaux qui produisent, mais leur action productrice sur la nature environnante est à peu près nulle au regard de la nature. Seul l'homme est parvenu à imprimer son sceau à la nature, non seulement en déplaçant le monde végétal et animal, mais aussi en transformant l'aspect, le climat de sa résidence, voire les animaux et les plantes, et cela à un point tel que les conséquences de son activité ne peuvent disparaître qu'avec le dépérissement général de la Terre. Avec l'homme, nous entrons dans l'histoire. Les animaux aussi ont une histoire, celle de leur descendance et de leur développement progressif jusqu'à leur état actuel. Mais cette histoire, ils ne la font pas, et dans la mesure où ils y participent, c'est sans qu'ils le sachent ni le veuillent. Au rebours, plus les hommes s'éloignent des animaux, au sens étroit du mot, plus ils font eux-mêmes consciemment leur histoire, plus diminue l'influence des faits imprévus, de forces incontrôlées sur cette histoire, plus précise devient la correspondance du résultat historique avec le but fixé d'avance. On voit ici que de manière assez classique, Engels commence par distinguer l'être au monde animal et l'être au monde humain. En adoptant une approche transhistorique, il définit ontologiquement l'homme par le travail entendu comme activité transformatrice, consciente de l'environnement, afin de répondre à des besoins artificialisés. Besoins eux-mêmes déterminés historiquement et situés. Il ne s'agit pas des besoins biologiques. Plus qu'une variation en degrés, l'être au monde humain est un saut ontologique, un changement qualitatif dans l'ordre du vivant. Le saut qualitatif étant un principe que l'on retrouve notamment dans la dialectique. Là aussi, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Par suite, Engels va rompre avec cette vision dichotomique et proposer un dépassement. Ce dépassement n'est pas une proposition centrale dans la pensée marxiste, mais il apparaît ici et là.
Et c'est logique puisqu'Engels cherche à adopter une vision globale du réel. On va pas se mentir, Engels reste un homme de son temps, il a un pied dans l'évolutionnisme et la modernité, notamment sous l'influence des travaux de Lewis Morgan. Mais dans le même temps, il y a en germe et de manière éparse la négation de cet héritage dans ses propres écrits. Depuis les énormes progrès de la science de la nature au cours de ce siècle, nous sommes de plus en plus à même de connaître aussi les conséquences naturelles lointaines, tout au moins de nos actions les plus courantes dans le domaine de la production, et par suite, d'apprendre à les maîtriser. Mais plus il en sera ainsi, plus les hommes non seulement sentiront, mais sauront à nouveau qu'ils ne font qu'un avec la nature, et plus deviendra impossible cette idée absurde et contre nature d'une opposition entre l'esprit et la matière, l'homme et la nature, l'âme et le corps, idée qui s'est répandue en Europe depuis le déclin de l'Antiquité classique et qui a connu avec le christianisme son développement le plus élevé. Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures, de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement. On voit bien à travers cette citation que c'est un peu facile de réduire les deux barbus à une vision moderne classique, celle du dualisme nature-culture. Le dualisme est présent, mais dans le même temps appelé à être dépassé. Ça, on le ressent aussi quand on se penche du côté des ambitions scientifiques marxistes. Marx et Engels désirent reconnecter les savoirs, rompre avec la division du travail jusque dans le domaine de la recherche, réconcilier à terme sciences naturelles et sciences humaines. Et ce, pour adopter la vision la plus raffinée possible du réel. Cette ambition trouve son expression la plus aboutie dans Dialectique de la nature, mais est déjà présente chez Marx dans les manuscrits de 44. Bon, je parle de mémoire, je me répète, mais j'ai pas mes bouquins sur moi, ça reste à vérifier. Cette ambition scientifique, on la retrouve en partie chez Descola, puisqu'il appelle au décloisonnement des sciences naturelles et humaines pour développer notre compréhension de l'homme. Il évoque par exemple son intérêt pour l'éthologie. Selon Descola, la défiance des anthropologues à l'encontre des approches biologisantes ne doit pas, pour autant, les faire tomber dans une vision de la culture comme absolument autonome. Il y a une continuité nature-culture. Sur ce terrain, il faut avancer prudemment. On a vite fait d'expliquer l'ordre social existant par la contrainte naturelle. Ça, c'est le nid de notre impuissance pratique comme approche. C'est considérer que l'histoire n'est pas révolutionnaire, qu'elle n'apporte rien de neuf, que nous retombons éternellement sur les mêmes patterns. Des libéraux suprémacistes blancs, cette approche met tout le monde d'accord pour figer l'existant, donc méfiance. Dans ce petit bouquin, on constate donc que Descola fait pas vraiment de contre-proposition pour dépasser le dualisme nature-culture. Il fait surtout un constat concernant sa discipline scientifique, l'anthropologie. Je prendrai le temps d'approfondir plus à l'occasion, il n'y a rien de définitif dans ce que j'observe aujourd'hui. Bref, je vais m'arrêter là, la vidéo est déjà trop longue. Toutes ces problématiques, j'espère pouvoir les approfondir au cours de l'année. J'ai essayé de créer quelques ouvertures avec Engels, tout ça appelle d'autres vidéos. Allô, allô, c'est la fin.